Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 juillet 2026 et avant d'aborder le sujet du jour, je vais vous parler des conséquences d'une guerre nucléaire en Europe. J'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos que les conséquences d'une guerre nucléaire seront complètement différentes selon qu'elle aura lieu en été ou en hiver. J'ai le sentiment que les personnes ne perçoivent pas vraiment l'ampleur de cette différence. Depuis une semaine, des feux de forêt ont éclaté dans la région de Bordeaux et il a fallu évacuer des dizaines de villages et des dizaines de milliers de personnes. Il y a eu environ 100 000 hectares de forêt détruits actuellement par cet incendie et toute la région du sud-ouest a été envahie par des fumées. Beaucoup ont utilisé des masques en papier pour éviter de respirer les cendres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la guerre nucléaire éclate en hiver en Europe, les incendies de forêt s'éteindront d'eux-mêmes. Si la guerre nucléaire éclate en été, les feux de forêt auront des conséquences terribles et cela pendant plusieurs mois. En France, nous avons eu 100 000 hectares de forêt au cours des 2 dernières semaines qui ont brûlé et nous avons fait appel aux pompiers de toutes les régions et même parfois de l'étranger avec des explosions nucléaires en été. Ce ne sera pas 200 000 hectares de forêt brûlée, mais 20 millions d'hectares de forêt brûlée en France et 700 millions d'hectares de forêt brûlée en Russie et environ 200 millions d'hectares de forêt brûlées dans le reste de l'Europe. Les destructions causées par les feux seront plus importantes que les explosions elles-mêmes. C'est probablement l'information la plus importante que la majorité des Français ignorent. Et donc, j'ai expliqué à plusieurs reprises dans des vidéos la différence qu'il peut y avoir entre l'été et l'hiver sur les conséquences d'une guerre nucléaire. Donc on reviendra peut-être dessus, mais je crois que le moment était venu pour se rendre compte, quand on voit qu'il y a environ 250 000 personnes de déplacées, d'installées dans des gymnases, dans des différents locaux industriels ou non, suite à cet incendie qui est en fait actuellement uniquement localisé à une petite partie du sud-ouest. On peut imaginer la panique que cela va être lorsque l'on va être confronté avec aucune préparation ni sur le plan organisationnel ni sur le plan mental des populations qui vont se trouver dans des paniques avec le feu nucléaire qui arrivera vraisemblablement d'une dizaine de régions. Donc voilà, on reviendra sur cette question, mais je crois que cet incendie dans la région du sud-ouest, que tout le monde peut voir des images à la télévision, eh bien, c'est un très bel exemple de ce qui nous attend lorsque la guerre nucléaire éclatera en Europe. Et là, on verra qu'on va se retrouver confronté à une situation qui n'a pas été préparée, qui a été ignorée, et donc avec des conséquences 10 fois plus importantes que si on était préparé physiquement et mentalement. Alors voilà, maintenant, passons au sujet du jour. Et le sujet du jour revient un petit peu également sur la connaissance et sur l'analyse. Très peu de personnes réalisent l'ampleur du basculement qui s'opère depuis quelques mois au Moyen-Orient. Les États-Unis possédaient une énorme source de revenus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Au Moyen-Orient, et à cause de la volonté hégémonique de ce petit pays qu'est Israël, les États-Unis vont tout perdre au Moyen-Orient. Ils vont perdre leur base militaire et sur le plan économique, le manque à gagner va être énorme. Les États-Unis avaient d'énormes ressources de profit au Moyen-Orient. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient sans contestation possible la première puissance militaire dans le monde et pendant plusieurs années, la seule puissance militaire à posséder l'arme atomique. Cette énorme supériorité leur a permis, pendant plusieurs décennies, de se comporter comme une organisation mafieuse, avec les mêmes méthodes de racket que les organisations comme celle de la Camorra dans la région de Naples ou la Cosa Nostra en Sicile. Dans la région de Naples, toutes les entreprises artisanales, industrielles ou de commerce doivent payer le pizzo à la Camorra pour leur activité. Si un artisan ou un commerçant refuse de payer 10% de son chiffre d'affaires, de son commerce ou de son entreprise, il va d'abord certainement subir des dommages à titre d'avertissement, puis, si cela ne suffit pas, va disparaître dans un incendie. C'est la même chose pour la Sicile, qui est sous l'emprise de la Cosa Nostra depuis plusieurs siècles. Non seulement il faut payer le pizzo, mais il faut bien souvent employer des salariés recommandés par un membre de la Cosa Nostra. En plus, dans bien des cas, on vous recommande également un fournisseur qui fabrique des produits de qualité très inférieure à celui que vous avez l'habitude d'acheter, mais le commerçant ou l'artisan est obligé d'acheter à celui qui est recommandé par l'organisation. Eh bien, c'est la même chose qui se déroule au niveau des États-Unis, mais à une échelle incomparable. Lorsque les États-Unis recommandent à la Norvège des F-35 à la place d'acheter des avions de chasse de la marque, par exemple, française Dassault, eh bien très rapidement, et malgré tous les problèmes rencontrés sur le F-35 par tous les pays qui se sont trouvés dans l'obligation d'acheter des F-35, eh bien, le gouvernement de la Norvège achète des F-35. Quand la France conclut avec l'Australie la vente de plusieurs sous-marins, eh bien, les États-Unis font pression sur les gouvernements australiens pour qu'il annule sa commande passée à la France et passe une commande de sous-marins aux États-Unis. Exactement comme si nous étions en Sicile où une entreprise qui a choisi un fournisseur parce que les produits lui conviennent, eh bien, la Cosa Nostra lui explique que c'est dans son intérêt d'annuler sa commande pour passer une commande à un membre de l'organisation. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se comportent avec de très nombreux pays comme des chefs mafieux. Et même, on peut dire, avec moins de discrétion. Le pizzo est payé depuis des décennies à cette organisation mafieuse, mais c'est toujours le taux de 10% sur le chiffre d'affaires. Un niveau que l'on pourrait qualifier de raisonnable. Lorsque les États-Unis sont dirigés par un individu comme Donald Trump, le montant des taxes n'est plus de 10%, mais peut aller de 20 à 100% selon l'humeur du jour de ce personnage. Lorsque les États-Unis
veulent acquérir la technologie d'Alstom, entreprise française produisant les meilleures turbines de production d'électricité, eh bien, ils n'hésitent pas à mettre en prison le directeur général d'Alstom à sa descente d'avion à New York sous un prétexte fallacieux et menacent de faire la même chose avec le PDG. Et après quelques mois de pression à plusieurs niveaux, les dirigeants d'Alstom cèdent l'un des plus beaux fleurons de l'industrie française à la société américaine General Electric. Au Moyen-Orient, les Américains étaient depuis 20 ans les rois du pétrole. C'était comme un mouvement perpétuel. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors, pour contrôler la production de pétrole, les Américains ont fait embaucher des milliers d'ingénieurs par les compagnies pétrolières au Moyen-Orient. Rien que chez Aramco, qui employait dans les années 90 60 000 salariés, il y avait environ 10 000 salariés américains à l'intérieur de la société Aramco, tous à des postes évidemment importants. Eh bien, sur la même chose pour les compagnies des Émirats arabes unis, au Koweït, en Irak, etc. Dans le sultanat d'Oman, c'est la société anglo-néerlandaise Shell qui faisait tourner la boutique. Il faut dire que le prix de revient d'extraction du brut était de 1 $ le baril en Arabie saoudite, alors qu'il était de l'ordre de 10 $ dans le sultanat d'Oman dans les années 1990. Tout le pétrole du Moyen-Orient était payé uniquement en dollars américains. Et cela permettait de financer l'énorme dette américaine. Pour acheter du pétrole, les pays devaient d'abord acheter des dollars. Bien sûr, dans les comportements mafieux, on vous impose la sécurité. Dans une boîte de nuit, les videurs sont fournis par la mafia régionale. Au Moyen-Orient, on vous impose des bases militaires américaines avec 5 000 ou 10 000 militaires pour assurer votre sécurité. Avec, cerise sur le gâteau, avec plusieurs ventes aux États producteurs de pétrole de tout le matériel militaire vendu par les États-Unis. Vous n'allez pas refuser l'achat d'une vingtaine de F-35 à 250 millions de dollars par exemplaire à un pays qui vous protège. Le problème, c'est que ce pays, aux méthodes mafieuses, s'est fait gangréner de l'intérieur par une organisation qui s'appelle AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Cette organisation a pris possession de tous les leviers de commande de cet énorme pays de 350 millions d'habitants. L'AIPAC est dirigé par un petit nombre d'individus ou de familles qui ont verrouillé entre 1963 et 2009 tout le système électoral américain. À partir de cette date, aucun homme politique n'a pu être élu qu'avec l'accord de l'AIPAC. Dans ses déclarations publiques, l'AIPAC place l'intérêt et la défense d'Israël au-dessus de tout. Et il ne peut pas y avoir de conditions restrictives à la défense des intérêts d'Israël, même si cela est contraire aux intérêts des États-Unis. Je ne suis pas le seul à avoir compris tout cela. Le professeur Mearsheimer a écrit un article
en 2003, lorsqu'il était professeur à Harvard, en dénonçant la mainmise de l'EPAC sur toutes les institutions politiques des États-Unis. À l'époque, cet article a été téléchargé à 350 000 fois. C'était une révélation pour beaucoup. Depuis, des personnes importantes, comme le colonel Douglas MacGregor, le colonel Lawrence Wilkerson, des anciens officiers de la CIA comme Larry Johnson, Ray McGovern et de nombreuses personnalités juives américaines comme le professeur Jeffrey Sachs ou Max Blumenthal ou l'ancien ambassadeur Friedman, dénoncent régulièrement les dangers pour les États-Unis de cet État dans l'État qu'est l'organisation EPAC. Mais tout le monde est impuissant. Ils ont depuis des décennies verrouillé tout le pays et l'EPAC possède à travers ses 100 000 membres tous les grands médias, l'industrie du cinéma, les banques, l'industrie militaire, etc., etc. Les personnalités que je viens de citer sont impuissantes à ce réseau qui a mis des décennies à se mettre en place et un ensemble de dispositifs qui fait que les États-Unis ne sont plus une démocratie, mais un pays dirigé par une minorité de milliardaires au service d'Israël. Aux États-Unis, il n'y a que 2 partis. Et vous avez le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet. En déclenchant la guerre contre l'Iran en juin 2025, Israël et le lobby de la finance américain se sont engagés dans une spirale qui dépassait de très loin leur capacité militaire sur le plan conventionnel. Avait-il envisagé dès le départ l'option nucléaire pour faire abdiquer l'Iran ? C'est ce que nous saurons dans quelques semaines ou quelques mois. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont déclenché cette guerre en se basant sur de mauvaises informations. Ils pensaient, en fait, ou on fait semblant de croire, que le peuple iranien, dans sa très grande majorité, était contre le régime en place depuis 1979. Les événements qui se déroulent depuis le mois de juin 2025 ont prouvé que l'immense majorité des Iraniens soutiennent le gouvernement en place. Et malgré les tentatives de déstabilisation organisées par le Mossad, la CIA et d'autres services secrets occidentaux, rien n'a réussi à entraîner le peuple iranien contre le gouvernement actuel. L'assassinat revendiqué par Israël du leader Ali Khamenei a au contraire fédéré l'immense majorité du peuple iranien derrière le gouvernement iranien et derrière les gardiens de la révolution. Les buts de cette guerre officiellement déclarée étaient faux. Le premier motif déclaré par les Israéliens et par le président des États-Unis était qu'il fallait à tout prix empêcher l'Iran de posséder des armes nucléaires. Or, le leader suprême de l'Iran, Ali Khamenei, était contre la possession et l'utilisation de ce type d'armes, et cela depuis des années. Le prétexte d'empêcher l'Iran de posséder un arsenal nucléaire était un faux prétexte et il a été utilisé dans une campagne de propagande qui a commencé en 1996, lorsque Netanyahou a déclaré publiquement que l'Iran était à quelques semaines de posséder l'arme nucléaire.
Là, on peut voir des images, notamment des déclarations de Netanyahou devant l'ONU en 1996, qui déclare effectivement que l'Iran est à quelques semaines de posséder l'arme nucléaire et qu'il faut à tout prix empêcher cette future catastrophe de se produire. En réalité, ce qui posait un problème à Israël et au lobby de la finance, c'est la puissance militaire représentée par les missiles à tête conventionnelle fabriqués en grande quantité par l'Iran. C'est la raison pour laquelle le lobby de la finance a demandé à Donald Trump de rompre les accords passés entre Barack Obama et le gouvernement iranien. Cet accord, signé par 6 pays, ne prenait pas en compte la capacité militaire de l'Iran à produire des missiles supersoniques, puis des missiles hypersoniques, ainsi que la gamme importante de drones capables de saturer le système de défense antiaérien par leur très grand nombre. Donald Trump et les dirigeants israéliens ont constamment menti en faisant croire à l'opinion publique mondiale que l'Iran était dirigé par un régime religieux fanatique et totalitaire. Si un tel régime possédait l'arme nucléaire, cela représenterait un danger mortel pour le monde entier. La réalité est très différente de cette présentation mensongère. La réalité, c'est que l'Iran, avec sa puissance militaire en drones et en missiles à tête conventionnelle, représente un énorme obstacle au développement d'Israël, notamment en Cisjordanie et dans le territoire de Gaza. C'est le seul pays capable de s'opposer à l'extension continue du territoire d'Israël en Palestine et dans les pays limitrophes comme la Syrie et le Liban, etc. Les dirigeants de l'Égypte ont besoin du financement des États-Unis pour compenser le développement démographique irresponsable de ce pays. Et c'est le lobby de la finance américain qui empêche l'Égypte de sombrer dans une misère absolue et qui tient en retour les dirigeants de ce pays. En ce qui concerne la Turquie, il suffirait à Erdogan d'arrêter de fournir le carburant pour produire le kérosène pour que les bombardements cessent sur le Liban et sur le territoire de Gaza. Mais Erdogan prononce des discours menaçant Israël de terribles représailles et continue de fournir tous les jours le carburant nécessaire pour faire le plein des avions qui larguent des bombes sur la population civile du Liban et du petit territoire de Gaza. Alors oui, l'Iran fournit des armes au Hezbollah, fournit des armes aux Houthis du Yémen, et c'est là la vraie raison pour laquelle Israël voudrait remplacer le gouvernement iranien par un gouvernement qui accepte d'arrêter la production des missiles à tête conventionnelle et arrêterait d'aider le Hezbollah et les Houthis et permettrait ainsi le développement du Grand Israël. Oui, l'Iran représente un vrai obstacle à la construction du Grand Israël, tout comme en son temps l'Irak et la Syrie représentaient un obstacle pour le développement du Grand Israël. Si en 2003, le lobby de la finance avait décidé d'attaquer l'Iran à la place de l'Irak, ils auraient très probablement réussi à atteindre leurs objectifs. Mais voilà, depuis 2003, le monde a changé.
Le développement de la puissance militaire russe et surtout celui de la Chine a modifié les données du problème. La Chine fournit la couverture satellite à l'Iran pour guider ses missiles. La précision des missiles à tête conventionnelle produits par l'Iran a détruit une partie importante des bases militaires américaines installées au Moyen-Orient. Sans le système de guidage par satellite fourni par la Chine, les missiles fabriqués par l'Iran auraient une bien moindre efficacité. La fourniture par la Chine du carburant solide pour la propulsion des missiles est également un élément d'efficacité incomparable. Tout cela, les services de renseignement militaires américains et israéliens auraient dû le savoir et le faire savoir aux dirigeants israéliens et aux dirigeants américains avant de déclencher cette guerre dont les conséquences vont être catastrophiques pour ces deux pays. L'Iran est un pays grand comme 3 fois la France. Sa situation géographique et climatique lui permettrait de vivre dans les conditions naturelles de ce pays, avec ou sans l'apport des équipements modernes apportés par l'air conditionné. Ses ressources en eau lui permettent de subvenir aux besoins des 91 millions d'habitants. Les conditions géographiques et climatiques des pays juste en face de l'Iran sont très différentes et aucun d'eux ne peut vivre aujourd'hui sans l'apport de l'air conditionné et la désalinisation de l'eau de mer. Avant le déclenchement de la guerre en Israël, ou plutôt par Israël, les navires circulaient librement dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, l'Iran a les capacités militaires de fermer le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire d'empêcher les navires de circuler dans ce détroit large de 29 km. Depuis le mois de mars 2026, seuls les navires des pays alliés à l'Iran circulent dans ce détroit. La fermeture du détroit d'Ormuz a des effets dramatiques sur l'économie mondiale, mais ces effets actuellement sont atténués parce que l'Arabie saoudite exporte une partie importante de son brut par le port de Nanshu en mer Rouge. Aujourd'hui, les Houthis sont en mesure de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, qui se trouve au sud de la mer Rouge. Là, c'est pareil, il s'agit d'un petit passage qui fait entre 27 et 30 km. Et ils ont également la capacité de détruire les installations portuaires de l'Arabie saoudite. Les États-Unis produisent un pétrole léger qui leur permet de raffiner de l'essence, mais pas du gasoil et pas le kérosène utilisé par les avions. Selon plusieurs organismes américains, les stocks de gasoil utilisés par les camions et tous les matériels agricoles aux États-Unis sont proches du niveau zéro. L'économie de ce très grand pays et sur le plan géographique risque d'être en partie paralysée dans 2 ou 3 semaines. Plusieurs bases militaires américaines installées au Moyen-Orient ont été en partie détruites par les missiles iraniens. En Jordanie, 2 bases militaires américaines ont été détruites et le nombre de morts, selon les sources américaines, serait de 18 militaires américains tués et le total des militaires américains blessés au Moyen-Orient serait de l'ordre de 700. La majorité des blessés sont évacués vers des bases militaires en Allemagne. Le roi
de Jordanie et sa famille se sont réfugiés en Angleterre. Il suffit à l'Iran de détruire les centrales de production d'électricité au Koweït, ou au Bahreïn, ou aux Émirats arabes unis, pour que toutes les installations de désalinisation d'eau de mer s'arrêtent de fonctionner, ainsi que tous les systèmes d'air conditionné. Tous ces pays au Moyen-Orient n'ont aucune ressource d'eau naturelle et dépendent entièrement des usines de désalinisation. Les États-Unis ne sont plus en mesure de protéger ces pays et vont devoir évacuer leurs bases militaires qui leur ont rapporté des milliards de dollars pendant des décennies. Les bases militaires américaines installées au Moyen-Orient n'ont pas été conçues pour résister à des bombardements de drones et de missiles et sont devenues des cibles très faciles à détruire par les missiles iraniens. En déclenchant la guerre contre l'Iran, les États-Unis vont perdre toutes leurs bases militaires qu'ils possédaient au Moyen-Orient depuis des décennies et surtout vont subir d'énormes pertes en ce qui concerne la question économique dans cette région. À quel moment les États-Unis ou Israël vont-ils décider d'utiliser le nucléaire pour faire capituler l'Iran? C'est difficile à dire, mais en fait, il ne leur reste que cette option, avec tous les risques que cela comporte. Ou bien ce sera la défaite des États-Unis au Moyen-Orient et la fin de l'expansion de l'État d'Israël. Voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, vous donner beaucoup d'informations sur la situation, sur ce qui se passe et un petit peu le dessous des cartes. Et donc aujourd'hui, c'est la 99e vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube que j'ai créée en mai 2023, donc cela fait 3 ans. Et peut-être que la semaine prochaine, si nous avons le temps, je ferai une 100e vidéo qui sera un petit peu différente de celles que j'ai abordées jusqu'à présent, qui sont principalement axées sur la géopolitique ou la géostratégie, avec souvent des informations techniques et scientifiques. Eh bien, peut-être que la semaine prochaine, on fera quelque chose d'un peu plus détendu. On verra si j'ai le temps, puisque ce sera la dernière vidéo que je ferai avant les congés payés. Et donc, on va essayer de faire ça juste avant de partir en vacances. Alors, à très bientôt, et puis, portez-vous bien.